Mardi 13 février, aujourd'hui à l'émission, on parle avec Christian-Marc Gendron et Mélanie Couture. Bienvenue à Studio Libre. Ma prochaine invitée n'a pas la langue dans sa poche, c'est le cas de le dire. De son métier d'humoriste, elle tire beaucoup de son expérience en sexologie. Elle appelle un chat et, comme je le disais, peut-être même autre chose. C'est ce qu'on va aller découvrir avec Mélanie Couture, l'humoriste qui va être en spectacle prochainement à Gatineau. Bonjour Mélanie. Salut, comment ça va? Ça va très très bien. Et puis, on s'était rencontrés l'année dernière à l'occasion de ton spectacle Pure Couture. Et puis, tu étais en fin de tournée ou tu t'apprêtais à finir ta tournée pour recommencer. Donc, je me disais, ton prochain spectacle en rodage, il va être différent à quel point de Pure Couture? Pure Couture, quand c'est le premier spectacle, c'est une carte de visite, hein? Donc, on se présente tu sais, on tente le terrain aussi un peu, mais on ouvre les portes à notre demeure pour la première fois. Fait qu'on fait comme la tournée viens faire la tournée du propriétaire. Hein. Mais là, les gens commencent de plus en plus à savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais, c'est quoi un peu mon créneau. Puis, fait que ça me permet, j'ai l'impression, de rentrer dans le vif du sujet beaucoup plus rapidement que d'être obligé à un moment donné de te présenter puis de dérouler le tapis rouge pour que les gens puissent venir vers toi, là. Fait que, disons que je me permets d'être plus cru plus rapidement, sans toutefois perdre de vue que ma ligne, c'est pas mal à être dans ce qui est vrai, ce qui peut être cru, mais qui a tout le temps une idée derrière le propos. Tu sais, comme dans le sens que la joke est pas gratuite, puis j'essaie que la vulgarité ne fasse pas partie de la sexualité. Mhm. Parce que, justement, ce serait facile de tomber dans la vulgarité et puis de peut-être donner une fausse impression sur l'aspect peut-être pédagogique, j'allais dire, de l'arrière de la joke. Donc, si tu veux avoir un Ouais. sens, évidemment, à la joke, ben, il faut qu'elle soit bien placée, bien punchée. Oui, ben en fait, tu sais, euh, s'il y a de la vulgarité dans un bon gag, c'est pas facile. Faire un bon gag, c'est jamais facile, même s'il est vulgaire. C'est le gag qui compte. C'est juste que j'ai l'impression que dans les propos que je tiens, je peux faire le bon gag, qui est souvent le bout difficile de ma job, on va se le dire, et, et quand même tenir un propos derrière. Fait que, tu sais, les gens disent, ah, c'est bizarre, toi, tu sais, tu fais des jokes de cul, mais c'est pas vulgaire. Puis là, souvent, je dis, mais c'est parce que je fais des jokes de sexe, entre autres. Tu sais, pas Mhm. mal plus que des jokes de cul. Tu sais, fait que déjà là, j'essaye de faire comprendre aux gens que quand tu as une idée que tu veux faire passer derrière tes blagues ou que tu as quelque chose à dire ou que tu as un message ou un propos, ben ça permet d'utiliser l'humour pour le faire. Tu sais, fait que j'aime pas ça faire des conférences. Tu sais, c'est pas ça que je fais dans la vie. Oui, j'ai un bac en sexologie, mais je travaille plus dans le domaine, mais ça reste quand même une passion pour moi. Puis ça reste que c'est le point culminant du spectacle. Tu sais, je parle pas que de sexualité dans ce spectacle-là. Mhm. Avec, justement, je te le disais, ton passé en sexologie, eh ben, tu disais que ça reste une passion. Est-ce que tu te tiens à jour quand même assez souvent? Tu lis des choses sur la sexualité et des découvertes et compagnie? Non, je n'aurais pas la prétention de me dire que je suis à jour parce que ça fait déjà 15 ans que je travaille plus dans le domaine, puis j'ai des collègues et des Mhm. anciens collègues qui, eux, font leur formation continue, puis ils payent leur cotisation pour être membre de l'ordre, ce que je ne fais pas. Parce que justement, tu sais, comme il y a des règles à suivre quand tu es membre de l'ordre, que Mhm. ça serait impossible pour moi de suivre quand tu es humoriste. Là, ça ferait Évidemment. pas de sens. Mais ceci dit, j'ai quand même une envie que, que mes connaissances se reflètent dans mon humour. Donc, avant de dire des choses, je valide quand même, tu sais, à Mhm. savoir si ça fait du sens ou pas, ou si c'est encore valide ou pas. Je m'intéresse assez au sujet pour en avoir un podcast qui s'appelle Les Fallops avec mon collègue Preach, où on invite des sexologues qui sont encore
qui pratiquent encore ou d'autres sortes de spécialistes. Fait que, tu sais, parce que moi, la sexualité, je trouve ça intéressant, pas juste parce que c'est du sexe, mais c'est parce que c'est comme un accès direct à l'âme des gens. Leur intimité, c'est un bullseye direct dans le cœur de quelqu'un. Fait que quand les gens ont peur de s'ouvrir puis de parler de leur intimité, bien souvent, d'en entendre parler de quelqu'un d'autre, ça fait du bien, puis ça fait valider des affaires, mais en riant. Tu sais. Comme tu sors de là, tu as les épaules qui sont un peu moins hautes, tu fais comme Ah mon Dieu, je n'étais pas niaiseuse de penser ça, ou Ah mon Dieu, j'étais donc bien con, ou tu sais, ou Ah mon Dieu, ça c'est drôle, fait que c'est vrai, hein, mon chéri, on fait ça, puis nanana. Fait que tu sais, ça dédouane bien des affaires. Mhm. Avec tout ce qu'il y a eu par rapport à la sexualité et qui a encore aussi par rapport à la sexualité, on parle de scandales et compagnie. euh, J'imagine que c'est important d'en parler d'une manière plus positive, j'allais dire. Ben, oui, exactement, parce qu'à un moment donné, tu sais, comme on se le cachera pas, là, mon métier est très médiatisé. Puis souvent, tu sais, j'aime répéter que oui, mon métier a sorti énormément dans les médias par rapport au scandale sexuel, Mhm. mais je suis certaine qu'on pourrait faire les dentistes, les vétérinaires, les comptables, les policières. Tu sais, comme je veux dire, il y aurait tous les métiers auraient probablement autant de scandales s'ils étaient sous la loupe que les métiers d'humoristes. Donc, ça fait quand même du bien de dire que, hey, il y a des gens dans ma gang qui pensent comme moi, puis que, tu sais, on a une idée de la sexualité qui est beaucoup plus positive que ce qu'on entend depuis, je sais pas trop combien de temps, là, maintenant, mais qui a été important à entendre aussi, là. Mhm. Avec l'évolution qu'on parlait, bon, du premier spectacle au deuxième, est-ce que ta méthode créatrice, ton processus créateur a changé ou tu restes la même, si on peut dire, là, avec Ben, ton je deuxième comprends spectacle? ouais, je comprends ce que tu veux dire comme question. C'est juste que le fait que ton premier spectacle, souvent, c'est tes coups de cœur depuis plusieurs années. Tu sais, souvent, c'est un show qui s'est échelonné. L'écriture de ce show-là, Mhm. c'était des fois sur 5, 10, 15 ans, tout dépendamment combien de temps que ça te prend à sortir ton premier show. Alors, c'est sûr que ça peut pas être le même processus parce que là, tu dois écrire un spectacle en un an et demi, tout dépendamment combien de temps que tu te donnes. Fait que tu as vraiment du pain sur la planche, puis il faut vraiment que tu réfléchisses à ce que tu as envie de dire. Tu sais, c'est pas juste Mhm. Ah, j'ai eu un flash cette nuit, je vais prendre des notes. Non, on s'assoit puis on décide de ce qu'on parle. Et je travaille avec une autrice fantastique qui s'appelle Catherine Clich, avec qui, tu sais, comme on aime brainstormer, déconner, on a des idées, on fait-tu comme, bon, y a-tu du jus là-dessus, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis je travaille avec une autre autrice que je travaille depuis, mon Dieu, depuis, selon l'opinion comique, là, 2009, genre, que ça fait Oh. longtemps que je travaille avec elle, qui s'appelle Christine Philly. Puis elle, c'est comme ma mitrailleuse, là, tu sais, comme dans le sens que quand moi puis Catherine, à un moment donné, on est comme, bon, on a amené ce texte-là au bout, puis on est un peu tanné, puis mettons que ce Mhm. bout-là marche pas, puis qu'est-ce qui se passe? Là, je ship ça à Philly, puis Philly, elle mitraille là-dedans, puis elle me ramène ça, puis là, on fait du ménage, puis tu sais. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe en écriture, beaucoup plus que ça l'a été dans mon premier show. Puis, mais tu sais, comme il faut toujours que ça parte de l'essence de ce que j'ai envie de dire. Tu me disais l'année dernière justement que ton show, ton premier show, avait été pratiquement autoproduit, que Oui, tu avais pris beaucoup de risques au niveau notamment financier et compagnie. Euh, Là, maintenant, tu es avec Juste pour rire, si je ne me trompe pas. exactement. Ça fait quoi de passer d'être autoproduit à aller avec une compagnie de production vraiment qui met des deniers pour faire un spectacle? Ça me donne plus de temps pour être mère. Effectivement. Mais, mais sans blague, c'est un apprentissage, hein, parce que moi, je suis habituée justement d'avoir la main à la pâte sur tous les aspects de la Mhm. production. Donc, les ventes, la billetterie, le marketing. Puis là, tout d'un coup, il y a des gens qui font comme moi, mais ça, c'est notre département. Lâche prise. C'est comme on va faire les choses. Tu sais, laisse-nous le temps de placer nos affaires. Fait que, tu sais, il y a la difficulté de lâcher prise sur ton produit, entre guillemets, tu sais, ton Mhm. bébé, ton deuxième bébé. Puis il y a aussi le plaisir de savoir que il y a des gens qui sont là pour toi, puis justement que tu peux dire, ah ben OK, regarde, vraiment ma job, c'est de me concentrer sur être un artiste. Mhm. Donc, de créer des bonnes blagues, puis bien sûr, ben, de faire de la promotion à travers ça, là. Mhm. Quel aspect, justement, que tu regrettes peut-être un peu d'avoir dû laisser par rapport à ce que tu faisais avant? Bon, tu sais, tu
tu le dis, Ouais. tu avais la main un peu partout. Quel aspect tu fais comme, ah, mais ça, j'aimais ça, pareil. Ben, il y a pas quelque chose en particulier que je regrette. Ce que j'aimais, c'est la rapidité d'exécution quand Hmm, tu es la seule personne qui décide. évidemment. Mais ça, je m'ennuie de ça parce que là, c'est comme l'idée passe dans les mains du gérant, le gérant passe dans les mains de la production parle au team de marketing, puis là, boum, 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 ça revient. Puis là, tu fais comme, mon Dieu, quelque chose que j'aurais réglé en 24 heures, là, ça prend une semaine, tu sais. Fait fait que là, ça, pour moi, c'est comme respect par le nez, couture, ils savent faire leur job, laisse-leur du temps. Tu sais. Mais tu sais, ça, c'est mes bébites à moi, là. Je suis Hmm. pas. Fait que je me dis, bon, ben, on va continuer à faire nos affaires. Durant ce temps-là, moi. Fait qu'à chaque fois que je fais comment ça avance pas, je fais, va écrire, c'est ça ta job. C'est comme- Est-ce que tu te qualifies un peu de control freak au départ quand tu étais dans ton premier show? Ben, dans mon premier show, j'avais pas le choix. On Mhm. s'entend-tu que quand tu décides de tout faire, tu fais tout, tu sais, puis tu le fais bien. Puis mon gérant m'appuyait là-dedans, surtout au niveau du booking des salles. Mais n'empêche que je pense, tu sais, à un moment donné, je pense pas que je sois quelqu'un de contrôlante des Mhm. humains. Les humains, ça m'intéresse pas. Ta vie, c'est ta vie, fais ce que tu veux, tu sais, comme ma famille, mon conjoint, tu sais, comme ils vont te le dire, non, mais non, Dieu, elle est lousse, c'est pas quelqu'un comme ça, tu sais. Mais quand il s'agit de mon image, mon travail, tu sais, comme mon produit au bout de la ligne, à un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai comme fait, ah, mais ça, tu sais, comme je suis pas quelqu'un qui contrôle bien, bien. Puis à un moment donné, j'ai acheté un album de collants à mon enfant. Puis je me suis rendu compte qu'il ne mettait pas les collants aux bonnes places. Puis je commençais à faire des petits cœurs dans le dos. Puis j'étais comme, oh, tu sais, c'est que se passe. Puis à un moment donné, je fais, non, non, il est créatif. Hors de la pièce couture. Tu sais. Fait que je suis juste sortie de la pièce. Tu sais. Fait que je suis capable de me dire les affaires qu'il faut que je me dise pour laisser les autres faire leur job. Mais ça me demande un effort de plus. Le 23 février, on va pouvoir voir le nouveau spectacle en rodage de Mélanie Couture. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un nom, ce spectacle-là? Oui, je pense qu'on a officiellement arrêté sur un nom, mais étant donné que ce n'est pas lancé encore, je suis désolée, mais je ne peux Hmm. pas te dire. Mais je peux te le dire que comme le premier spectacle, c'est un Moses de bon show à venir voir en gang de filles. Je vais dire tout bas ce que les filles disent après deux, trois bouteilles de vin Mhm. dans le chalet. Je vais dire tout haut, pardon. Ce que les filles disent avec deux, trois bouteilles de vin dans un chalet. Puis après ça, souvent, ils font comme, faut que j'en vienne avec mon chum, faut qu'ils entendent ça. Puis là, finalement, ben, les couples aussi trippent. Puis, fait que, tu sais, venez en couple, venez en gang de filles, venez en gang. C'est un beau party, là. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on te souhaite justement d'avoir un gros fun noir sur Gatineau le vendredi 23 février. C'est toujours du fun à Gatineau. J'ai bien hâte de vous voir. Mon prochain invité va être avec nous le 29 février pour nous présenter son spectacle, le troisième du nom, Piano Man 3. On parle avec Christian-Marc Gendron qui est avec nous. Bonjour. Allô, allô, ça va bien? Ça va très bien et je me demande, avec le troisième spectacle, la troisième itération du spectacle, j'imagine que ça doit être plus facile approcher les salles de spectacle pour dire, regardez, j'ai ce spectacle-là parce que on connaît Christian-Marc Gendron. Ah oui, oui, ben définitivement, là, c'est plus facile parce que là, le défrichage est fait. Je suis allé à la rencontre du public depuis déjà presque une dizaine d'années là, avec Piano Man Expérience et Piano Man 2. Mhm. Et oui, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir des dates de spectacle. Il y a l'intérêt du public aussi qui est là, l'intérêt des diffuseurs aussi dans les salles de spectacle. Alors, ouais, c'est un peu plus facile, mais les attentes sont plus grandes. Effectivement, parce que on t'a connu pendant la pandémie notamment, avec des imitations que tu faisais Ouais. avec bon ta femme Manon Séguin, et puis ça a parti en vrille. Le nom est connu maintenant, et j'imagine que ça doit avoir teinté beaucoup plus les spectacles que peut-être Piano Man Experience. C'est-à-dire, moi, j'étais déjà en salle depuis un bon bout de temps. Piano Man Experience a marché fort. J'avais pas encore commencé Piano Man 2 pendant la pandémie. J'ai pensé à tout ça. Et les capsules d'imitation que j'ai partagées sur les réseaux sociaux, ça a été fait d'une façon très naïve. C'était pour divertir les gens un peu pendant la pandémie, pour que les gens... Je voulais un peu mettre un peu des petits sourires en coin. Mhm.
Euh, euh, et puis changer l'humeur des gens, changer la mienne aussi, mais changer les idées. Finalement, ça a eu un impact beaucoup plus grand que je pensais. J'ai même eu un appel à la maison à un moment donné. C'était la grande Ginette Renault qui m'a dit « Christian Marc, faut que tu fasses des imitations dans tes spectacles, ça n'a pas de bon sens. » Et là, j'en ai ajouté dans mon spectacle, puis je me suis fait inviter sur des galas comédiens. Et donc, ouais, ça a été un point de bascule, ces fameuses imitations-là pendant la pandémie. Moi, Manon et moi aussi, on faisait des lives sur Facebook tous les samedis. Puis il y avait vraiment un achalandage assez prononcé là, tous les samedis. Il y avait plus de 3 000 à 4 000 personnes qui se connectaient en direct pour nous regarder, ce qui est énorme. Et c'est vrai qu'il y a eu un avant-après pandémie. Moi, j'ai une relation un peu amour-haine avec la pandémie parce que oui, ça a été un point de bascule. Pour ma carrière, c'est sûr et certain. Je suis arrivé prêt avec un nouveau spectacle qui est Piano Man 2. Après ça, ben là, les critiques ont été bonnes. La télévision m'invite plus. Je suis tombé dans une machine aussi beaucoup plus huilée. J'ai une belle équipe de production, une belle équipe de gestion, de booking de spectacle, de gestion de relations de presse aussi. Fait que tout ça, ça a grandi un peu, ça a fleuri en même temps. Et puis là, ben c'est sûr que là, ça paraît, ça a un gros impact sur ma carrière présentement. Mm-hmm. Et ça a un gros impact aussi sur la vente des billets parce que je regardais pour le spectacle du 29 février, c'est pratiquement complet. Je me suis dit, les gens vont avoir l'occasion de se reprendre pour le 7 octobre, lundi 7 octobre. Je regardais et c'est pratiquement déjà tout vendu. Donc, les gens qui veulent avoir des billets, pour toi, il faut faire vite parce que là, en octobre, là, on parle de plus de 6 mois. Là. Oui, il s'est passé quelque chose. Je pense aussi c'est ma collaboration à l'émission Salut Bonjour. Je m'en fais beaucoup parler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me découvrent à travers cette émission-là. Et puis, ils se disent, hey, lui, il a l'air à le fun, je vais aller le voir en spectacle. Puis là, il y a un effet de surprise assez gigantesque en spectacle parce que ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Fait que c'est sûr que quand je fais des spectacles, je suis pas né d'hier. Je n'ai pas commencé il y a 2 ans, même si les gens m'ont connu il y a 2 ans. Ça fait longtemps que je fais ça. Alors, des anecdotes, des grandes chansons. J'ai encore Manon qui m'accompagne sur scène. J'ai des musiciens fabuleux sous la direction de Simon Godin, qui est un guitariste hors pair. J'ai des gars comme Frédéric Beauséjour à la basse qui m'a beaucoup aidé à monter le spectacle. Gordon Wood à la batterie. Ça, c'est mes piliers, mais j'ai une section de cuivre aussi qui est incroyable. C'est vraiment les meilleurs musiciens du Québec là, qui jouent avec moi présentement. Je le sens, ça me donne du gaz. Les gens le voient dans les salles, ça jase. Et je pense que c'est ça aussi, là, il y a un effet de boule de neige pour la vente de billets parce que j'arrive du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était plein partout. Et j'ai même pas commencé ma publicité à la télévision encore. Là. Fait que ouais, c'est assez... c'est gratifiant tout ça, c'est sûr. On va parler un peu de ta conjointe, Manon, qui t'accompagne sur la scène. Parce que, elle est de la grande région, j'allais dire Gatineau-Ottawa. Donc, elle a un attachement un peu particulier avec la région. D'ailleurs, elle va être en spectacle un petit peu plus tard au mois de mars. Donc, j'imagine que de revenir dans la région de Gatineau, doit avoir quand même un petit attrait de plus. Ouais, c'est un secteur qui est magnétique pour Manon et moi, c'est sûr. Manon, elle est très, très aimée dans ce coin-là. Puis moi, étrangement, Gatineau, c'est la ville, en tout cas, c'est le secteur dans lequel j'ai vendu le plus d'albums dans ma carrière. Ouais, c'est très étrange, mais il y a comme un microclimat où les gens m'ont adopté. Évidemment, Manon aussi, c'est la petite Manon Séguin, là, de la franco-ontarienne, mais évidemment, dans tout l'Outaouais, elle est très connue. C'est une belle histoire d'amour avec l'Outaouais, puis je veux dire, la salle Odyssée aussi, là, ça fait... Mon Dieu, tu sais, moi, quand j'étais pianiste de Sylvain Cossette, je suis allé au moins 15 fois à cette salle-là. J'étais pianiste de Mario Pelcha, de Brigitte Boisjoli, d'un paquet d'autres. Alors, je suis allé des dizaines de fois à la salle Odyssée avant d'y aller avec mon propre spectacle. C'est un public que je connais bien. C'est une salle que j'aime beaucoup. Alors, je m'y sens chez moi. Il y a quelque chose de magnétique. Je pense que les gens le ressentent dans la salle aussi. Là. Ouais. Tu disais que tu as fait du travail pour un paquet d'artistes en tant que, justement, pianoman. Le fait de partir seul, est-ce qu'il y a eu à un moment donné un petit peu un genre de « on se jette dans le vide » ou justement tu t'es dit « non, je fais ça depuis longtemps, être à l'arrière, je peux être à l'avant facilement ». C'est une bonne question. En fait, c'est que moi, j'étais chanteur avant d'être pianiste accompagnateur. C'est-à-dire, je travaillais beaucoup aux États-Unis. Je suis allé au Japon, je suis allé en Europe, j'ai fait des bateaux de croisière.
Et j'ai toujours été chanteur dans ces projets-là, jusqu'au jour où je revienne au Québec et on me propose d'être pianiste accompagnateur pour France d'Amour, pour Sylvain Cossette et pour d'autres tournées qui ont été marquantes pour moi, puis que j'ai accepté cette espèce d'opportunité-là. Et j'ai adoré accompagner des collègues au piano, mais le côté chanteur, c'était fort dans moi. Puis quand je travaillais aux États-Unis, ça avait quand même beaucoup de succès. Là. Le dernier one-man show que j'ai fait aux États-Unis, on a vendu plus de 60 000 billets. Ici, on n'en avait pas parlé du tout, mais c'est-à-dire que ça fait longtemps que, non, j'avais assez confiance en moi. Je me disais après ça prend un petit déclic pour aller vraiment rejoindre les gens. J'ai fait la voix il y a une couple d'années de ça. Ça a été une petite étincelle avec le grand public aussi. Après ça, il y a En direct de l'univers qui m'a invité plusieurs fois. Mais l'étincelle s'est passée à travers les apparitions à la télévision. Mais sinon, il n'y avait pas de doute dans ma tête. Moi, je suis un chanteur bien avant d'être un pianiste. Oui. Mais quand on est un peu moins connu, on dit souvent nul n'est prophète en son pays. Ça doit quand même avoir une petite touche quand même. Dire, ouais, là, je reviens, oui, ça fait 20 ans que je suis capable, mais les gens, c'est ça, justement, on parlait de déclic. Ben, il faut que ce déclic-là arrive parce que du talent, il y en a, comme on dit, à revendre au Québec. Et puis, la compétition est forte. Donc, le déclic, mais aussi, on se rend compte parce que tu as une personnalité sympathique. T'as une bouille sympathique. On aime ça rire avec toi. Et puis, tu fais tes imitations aussi tout le temps dans un but. Il y a tout un petit côté comique à l'arrière de ça. Et puis, c'est drôle parce que, bon, j'écoutais un de tes galas comédia que tu as fait. Et puis, tu disais que tu pars souvent sur une phrase. Pour partir une imitation. Dont on parle Mario Pelcha. Donc, j'imagine qu'en les côtoyant, ben, aussi au niveau parlé, parce que tu les as aussi bien au niveau parlé qu'au niveau chanté. Donc, j'imagine qu'en les côtoyant, bon, on peut voir les petites mimiques, on peut analyser vraiment la voix pour la faire, pour la reproduire. Ben, tout à fait. D'avoir été le pianiste de Mario Pelcha pendant plusieurs années, des fois, je dis à la blague que j'ai mon doctorat en Mario Pelcha, mais je veux dire, même dans les shows de Mario Pelcha, on a déjà fait une compétition de qui ce qui avait le mieux Mario Pelcha. On faisait voter le public et puis j'ai gagné quelques fois. Contre Mario Pelcha? Oui, mais je pense qu'il s'est arrangé pour que je gagne quelques fois. Tu sais, c'est un bon ami. Puis non, mais en fait, les imitations, je le vois que ça fait sourire, ça fait rire les gens. Et moi, le premier, malheureusement. Alors, je pense que c'est communicatif. Je le fais toujours dans le respect. Moi, j'imite juste des chanteurs ou même des chanteuses que j'admire, que j'aime. Un artiste que j'aimerais pas, je l'imiterais pas. Je passerais pas de temps dessus, je serais pas capable de... Mais c'est très rare que j'aime pas quelqu'un, là. Je pourrais même pas t'en nommer, mais globalement, c'est sûr que j'admire le plus que j'imite. Ça, c'est sûr et certain. Soit parce que c'est des monuments de la chanson, c'est parce que c'est des grandes voix. Par exemple, Garou, je l'ai vu souvent en spectacle. Ce gars-là, je veux dire, il n'y a même pas besoin de chanter pour mettre le feu dans une salle. Pour moi, c'est un des plus grands entertainers qu'on a connus. Et au Québec, on en parle peu de ça, mais il y a personne qui met le feu dans une salle comme Garou. J'ai jamais vu ça. En Europe, là, c'est un maître. C'est pas juste un maître de charisme, là. Il y a le tour. Alors moi, quand j'imite Garou, je pense à cette admiration-là. Même chose pour Mario Pelcha, qui pour moi est la plus belle voix du Québec. Le plus grand chanteur, le plus grand producteur que je connaisse aussi, un des gars les plus honnêtes que j'ai jamais rencontré dans la business. Il y a cette admiration-là. Quand j'imite Cœur de pirate en spectacle, c'est parce que je trouve qu'elle a une bouille unique. Elle a un style d'écriture qui me rappelle un peu les années 60, les années 50. J'aime ça. Alors, il y a de la taquinerie, mais il y a de l'admiration dans chacune des imitations que je fais. Oui, puis la voix étant particulière, notamment Cœur de pirate, c'est une voix unique. Là. Donc, une voix... Mais maintenant qu'elle a vieilli un peu, sa voix, je trouve qu'elle a beaucoup changé, comparativement à ce qu'on l'a connu à l'époque, où elle avait une petite voix effacée, un peu à la Vanessa Paradis. Donc, quand on prépare un spectacle comme Piano Man, avec tout ce qu'on a comme possibilité, comment on fait pour faire un choix, et puis un choix qui se tient un avec l'autre? Je suis très à l'écoute du public. C'est vraiment ça ma ligne directrice. Tu sais, là, je suis encore au début de Piano Man 3. On fait encore des essais. Il y a des trucs qui m'ont marqué dans ma carrière aux États-Unis que j'essaie de faire découvrir au public québécois en disant, voici un hymne national dans les piano-bars américains.
Je vous la fais découvrir, vous la connaissez pas, mais à la fin de la soirée, ça va être votre chanson préférée. C'est un pari que j'ai fait avec la chanson Scene from an Italian Restaurant de Billy Joel, qui pour moi c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un hymne national dans tous les piano-bars aux États-Unis. Mais pendant que j'étais pianoman aux États-Unis, quand je pigeais cette demande spéciale-là dans mon bol de demande spéciale, j'étais terrifié parce que c'est un intouchable. C'est pareil comme demander à un Américain de faire dans un bar avec une guitare, il n'y a pas grand-chose à ciel à soir. Quand tout le monde la connaît mieux que toi, ça veut dire que les Américains la connaissaient tous. Tout le public la connaissait mieux que moi. Maintenant, je l'ai tellement maîtrisée, tellement répétée que c'est moi qui l'a fait découvrir aux Québécois, cette chanson-là. Mais c'est le seul risque que j'ai pris dans le spectacle. Sinon, je suis très à l'écoute de ce que le public aime, de ce que le public s'attend aussi de voir de moi, de ma femme Manon aussi. Le show s'appelle Piano Man. Il y a beaucoup de piano, il y a beaucoup de hits. Je fais un hommage à David Foster que les gens pensent connaître, mais que les gens connaissent plus qu'ils pensent, en fait. C'est plus ça. Ouais, David Foster, on connaît son œuvre beaucoup plus qu'on pense. T'sais, il a lancé les carrières de Céline Dion, Josh Groban, Christina Aguilera, de Michael Bublé. Alors moi, à un moment donné, je fais un fil conducteur avec David Foster, puis je dis aux gens, là, vous comprenez pas, mais il y a beaucoup de David Foster dans tout ce qu'on écoute. Alors, sans les éduquer, je les guide à travers mon métier de pianoman, ma passion surtout, parce que c'est ça que je veux qu'il soit véhiculé, c'est mon amour de la musique. Moi, je veux faire du bien. Par les temps qui courent, on est dans des bouleversements de toutes sortes, politiques, géopolitiques. Oh oui. Je pense que les gens qui viennent voir un spectacle, ils ont envie de mettre leur cerveau à off des nouvelles, puis de tout ça, puis des mauvaises nouvelles surtout. Fait que moi, je veux leur changer les idées. Je veux que ce soit un des meilleurs shows qu'ils ont vu de leur vie. Je veux qu'ils me trouvent sympathique. Je sors très rapidement après les autographes, après le spectacle pour faire la rencontre des gens. J'y tiens, c'est important pour moi. Ça fait partie d'une soirée réussie. Alors moi, mon leitmotiv, c'est vraiment ça, c'est de faire du bien, guider les gens à travers ma passion, puis aller leur serrer la pince après la soirée, après le spectacle. Eh bien, on te souhaite d'avoir beaucoup de plaisir le 29 février. C'est ta première date. Je rappelle aussi le lundi 7 octobre. Allez-y aussi si vous n'êtes pas capable d'avoir de billets pour le 29 février, le 7 octobre. Réservez tôt parce que Christian-Marc Gendron, c'est tout un show à voir, un spectacle, je suis sûr, grandiose. Et puis, on te souhaite tout le bonheur possible. Merci, c'est très gentil. Au plaisir de se reparler. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du mardi 13 février de Studio Libre. Aujourd'hui, eh bien, on a pu parler avec Christian-Marc Gendron et Mélanie Couture, deux artistes qui seront prochainement en spectacle à Gatineau. Et on se revoit, nous, entre-temps, sur YouTube ou sur Facebook et on se dit à jeudi pour un autre Studio Libre.